Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse sur Dzaïr. Rumeurs et spéculations vont bon train depuis quelques semaines concernant le sujet très épineux de la révision de la Constitution et de l'éventuel prolongement de l'actuel mandat présidentiel. En l'absence d'une mouture claire de la nouvelle loi fondamentale et d'une communication fiable et régulière, les pronostics se multiplient avec leur part d'incertitude. Quelle est la part de vérité dans tout ce que nous entendons ici et là et comment les Algériens réagissent-ils à tout ce flux d'informations? Pour en parler avec nous ce soir, Farouk Santeni, juriste, président de la Commission nationale de protection et de promotion des droits de l'homme. Avec nous également Melk Ben Hassine, journaliste à la rédaction de l'information de Dzaïr. Avec nous également ce soir sur le plateau, Monsieur Belkacem Ahsen Jaballah, professeur associé à l'école de journalisme, ancien directeur général d'Algérie Presse Service. Pour comprendre donc un peu cette problématique de la communication, il faut d'abord rappeler les faits. Nour Shahin. À son arrivée à Al-Mouradia, les mandats présidentiels étaient limités à 2. En 2009, suite à un changement de la Constitution opéré un an auparavant, Abdelaziz Bouteflika briguera un 3e mandat. Et aujourd'hui, on parle d'un 4e. Selon les observateurs, le président de la République a une véritable assise populaire. Les Algériens se sont accommodés à ses choix et seraient peut-être prêts à le voir continuer ses missions à la tête du pays. Pour ce faire, la Constitution devrait être revue à nouveau, même si l'option d'un mandat de plus est écartée selon les spécialistes. Alors par quelle voie Abdelaziz Bouteflika passera pour rester au pouvoir? D'après certains écrits de presse, il s'agira en fait d'un prolongement de son actuel mandat. Mais la Constitution ne le permet pas. La durée des mandats présidentiels est codifiée, à commencer par l'article 74 qui limite la durée du mandat présidentiel à 5 ans. Également l'article 71 qui précise que le président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret. Ce qui signifie que même un prolongement de la durée du mandat présidentiel n'annule pas l'obligation de passer par une élection. Abdelaziz Bouteflika se lancera-t-il dans une nouvelle course à la présidentielle? Va-t-il supprimer l'article 71? Pour le moment, le secret demeure bien gardé. On commence avec vous, Maître Santeni. Nous recevons ce soir le juriste, l'avocat, l'homme de loi. Selon vous, va-t-on vers un septennat aujourd'hui? Écoutez, honnêtement, je n'en sais strictement rien, puisque des travaux qui sont actuellement menés par les juristes qui ont été désignés à cet effet par M. le Président de la République, il n'en a rien filtré. Donc, nous pouvons rester dans le domaine des supputations. Les supputations, c'est un domaine fragile et extrêmement dangereux. Je ne peux pas m'engager dans une voie ou dans une autre sur de simples supputations. Moi, ce que je souhaite, par-dessus tout, c'est que ce pays, d'abord, reste dans la stabilité qu'il a l'avantage de connaître depuis des années. Et que les choses se déroulent, dans quelque direction qu'elles aillent, se déroulent au mieux, pacifiquement, démocratiquement et à la satisfaction de tous nos compatriotes. Voilà ce que je souhaite pour ce pays, pour notre pays. Maintenant, ce qui concrètement va se réaliser, honnêtement, je ne peux pas lire dans les boules de cristal, je ne peux pas vous dire. Ce que je sais, moi personnellement, et je le dis en toute franchise et en toute fraternité, vous savez, c'est à ses fruits qu'on juge un arbre. Moi, ce que je retiens, et je le dis comme je le pense, du bilan de M. le Président de la République, c'est un bilan extrêmement positif. Voilà quel point exactement? Sur quel point? Est-ce qu'il est positif de manière générale ou sur certains points bien particuliers? Sur les points les plus importants, il est positif. Et notamment, moi je pense, je le dis, sur la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, c'est une opération d'une envergure extraordinaire, d'une complexité extraordinaire, et qui a été menée à bien et qui a atteint ses objectifs, à mon sens, dans les proportions de 95 à 96%. Mais certains disent, Maître Santeni, que la réconciliation a aussi consacré l'impunité. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une façon de voir. C'est vrai que c'est juste qu'il y a des crimes qui sont restés impunis et qu'il y a des criminels qui sont restés impunis. Mais moi, ce que je retiens,
je mets au-dessus de tout les intérêts supérieurs de ce pays, de la nation algérienne. Bon, notre intérêt était celui de retrouver au plus vite la paix civile. C'est l'objectif qui a été atteint par la réconciliation nationale. Peu importe que des criminels restent impunis, peu importe, ce n'est pas... Et d'ailleurs, je vais vous le dire, si on interroge l'histoire, toutes les situations de violence interne qu'ont connu d'autres pays avant nous se sont terminées par des réconciliations nationales et se sont terminées en général par une amnistie générale. Bon, nous n'en sommes pas encore à l'amnistie générale, mais la réconciliation nationale, elle a atteint ses buts. Je vais vous dire, si vous permettez, de tous les visiteurs étrangers que j'ai reçus, dans le cadre de la commission que j'ai l'honneur de présider, l'avantage de présider, tous les pays étrangers, sans exception, et je pense surtout aux pays occidentaux, sans exception, sont demeurés admiratifs, je le dis dans toute l'acception du terme, devant la réconciliation nationale telle qu'elle a été menée par l'Algérie. Pourquoi? Parce que d'abord, elle a été algéro-algérienne. Il n'y a pas eu d'intervention d'une partie étrangère. Deuxièmement, elle s'est faite dans une période relativement courte et elle a atteint ses objectifs, la réalité étant que la paix civile a été retrouvée. Voilà ce que je constate. Je comprends en même temps que peut-être dans d'autres esprits, il y a des réticences ou il y a des restrictions. C'est ça la démocratie. Il faut nous supporter. Et nous y reviendrons. Malek Belhacine, les spéculations vont bon train depuis plusieurs mois. Révision par révision, quels sont les fondements de la révision et prolongement de l'actuel mandat. Qui peut arrêter ces spéculations? Moi, je crois que ce qui peut arrêter la spéculation, c'est d'abord, comme vous le disiez dans votre introduction, une information fiable et régulière. Malheureusement, il faut bien reconnaître que nous n'avons pas d'information ni régulière ni fiable pour l'instant. Alors, je dirais, comme Maître Santeni, nous ne pouvons pas lire dans la boule de cristal, on ne peut pas dire exactement quelle voie les décideurs vont prendre pour soit proposer un nouveau mandat, le 4e, soit prolonger en attendant le 3e, et pourquoi faire, je ne sais pas. Vous sollicitiez tout à l'heure le point de vue de Maître Santeni. Sans le partager, je salue personnellement le talent de Maître Santeni, que vous avez sollicité en tant que juriste et qui s'est exprimé surtout en tant que politique. C'est le bilan. Et concernant le bilan, vous pensez aussi qu'on peut juger que c'est un bilan positif du président de la République? Moi, je crois que le bilan reste à faire. Reste à faire. À première vue, lorsque nous avons été littéralement agressés par une cascade de scandales il n'y a pas très longtemps et touchant les secteurs les plus sensibles de l'État. Mais est-ce qu'on peut dire, M. Belhacine, que ce bilan est fortement atteint? Est-ce qu'on peut dire, M. Belhacine, que dans ce cas-là de scandale, on peut dire aussi que la justice fait son travail, qu'elle a été sollicitée, interpellée, qu'elle fait son travail? Est-ce que c'est un bon signe? Je ne jugerai pas la justice. Non, on ne peut pas la juger, mais l'action de la justice. Il y a une part de l'action de la justice qui est incontestablement positive, mais nous n'allons pas oublier tout de même que la justice s'est autosaisie, effectivement, mais après qui? Après la justice italienne. Donc, s'il n'y avait pas la justice italienne, quelle aurait été la réaction de la justice algérienne? C'est un point d'interrogation auquel je suis incapable de répondre. Alors, on va parler avec vous, le spécialiste, M. Belkacem Hassan Jaballah, spécialiste en communication. Les spéculations vont en train depuis plusieurs mois aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique, selon vous, tout ce flux de spéculations et de rumeurs concernant ce sujet très épineux? Comment peut-on expliquer cela? Merci. D'abord, concernant le constat, j'aimerais revenir. Donc, simplement, en citant, dernièrement, on a eu, au niveau de la presse, on a découvert l'indice du bonheur. C'est un indice qui est calculé par l'ONU. Alors, plutôt bien classé. Non, elle était classée 79e, je crois, sur, disons, 180. Donc, on est les premiers en Afrique. Donc, on est le premier au Maghreb. Oui, c'est déjà ça. Les plus heureux du Maghreb. C'est déjà ça. C'est très bien. Non, maintenant, mais globalement, on est au milieu du gué. Hein. Alors moi, je toujours que ça veut dire il y a, disons, que c'est comme l'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Donc le verre à moitié plein, donc on est heureux. On est heureux et on le dit, on est... Bon, mais l'autre moitié est vide, donc c'est qu'il y a quelque chose qui manque quelque part pour que notre bonheur soit total. Pour que nous ne soyons pas seulement les premiers du Maghreb, mais peut-être
en Afrique et ailleurs, en Méditerranée, etc. Donc c'est lié un petit peu au constat. Donc il y a quelque chose qui nous manque. Et bon, moi je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est seulement à titre d'observateur. Là, on constate globalement que même si les gens font montre d'un certain bonheur, bon, ils ont des voitures, certains ont du travail, d'autres l'ont pas. Il y a il y a l'espoir d'avoir un logement, etc., etc. Donc, mais on sent qu'il y a une grande déprime qui envahit un petit peu notre société. Une déprime qui est un peu insaisissable, hein, qui est insaisissable. Bon, on me dira que c'est la nature de l'Algérien, que d'être toujours heureux et déprimé en même temps. Et cette déprime, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui manque et qui est lié peut-être à l'ambiance beaucoup plus, pas économique ou la technique, l'ambiance sociopolitique, globalement. Ceci, le premier. Le deuxième point, concernant les supputables, effectivement, on ne peut que supputer, etc. Mais ça, c'est la démonstration, et d'ailleurs, Ben Hassine a dit aussi qu'il n'y avait pas d'information, mais ça prouve qu'il y a quelque chose aussi qui ne va pas au sommet de la décision, qu'il y a des incertitudes, qu'il y a peut-être des discussions, qu'il y a peut-être des réflexions concernant quelle est la forme que doivent prendre les nouveaux cheminements du pouvoir. Est-ce que par exemple, il faut est-ce qu'il y aura un autre mandat? Est-ce qu'il faut ajouter 2 ans pour faire 7 ans? Enfin, on en parle, la presse en parle, les citoyens en parlent, hein, on en parle en famille, dans la rue, dans les cafés. Mais ce ne sont que des rumeurs pour le moment. Que des rumeurs, parce qu'effectivement, comme disait Ben Hassine, il n'y a pas, concernant la communication institutionnelle, en parlant de communication institutionnelle, M. Djaballah, vous avez été pendant 5 ans le directeur de la communication du président, Lamine Zerouel. Comment jugez-vous aujourd'hui le service de communication de l'actuelle présidence de la République? Est-ce qu'il est défaillant? Est-ce qu'il est incomplet? Ou est-ce que c'est une communication qu'on veut donner? Je ne peux pas les juger, je les connais de nom, et bon... ce sont parfois des amis, donc non, c'est-à-dire c'était tout à fait différent de l'époque Zerouel, c'était tout à fait différent. On avait un autre contexte, c'est-à-dire on avait aussi quelques objectifs, c'était assez limité. C'est-à-dire l'information, elle était toute destinée pour faire sauter cet embargo, cette chape de plomb que l'extérieur disons, avait mis sur l'Algérie. Donc on avait vraiment des stratégies assez claires, assez définies. Donc le cheminement était clair. Bon, maintenant, les services de communication étatiques ont à faire face à énormément d'objectifs, pas uniquement l'aspect politique. Est-ce qu'on peut dire, Maître Santini, qu'il y a toujours eu un problème de communication institutionnelle en Algérie? Est-ce qu'on peut dire que c'est un vieux problème? C'est un très vieux problème. C'est un très vieux problème. En Algérie, nous avons toujours vécu sous le régime du déficit en matière de communication. C'est imputable au parti unique, c'est imputable à d'autres facteurs également, à notre culture d'une manière générale. Mais il est temps maintenant, puisque nous voulons enraciner et développer la démocratie, il est temps de revenir à la norme et de multiplier, surmultiplier les occasions de communiquer, parce que le public a droit de savoir et les responsables ont le devoir de communiquer et de devoir livrer ce qui est les informations en leur possession. Ça, c'est quelque chose qui participe de la démocratie, qui est tout à fait naturel et qui ne devrait même pas demander d'effort. Cela s'impose par soi-même, par lui-même. Donc, dans ces conditions-là, je partage votre avis. Nous avons toujours vécu avec un déficit de communication auquel il faut immédiatement remédier parce que la situation devient intolérable et ça se fait au profit de la rumeur, qui est quelque chose d'extrêmement dangereux et d'extrêmement déstabilisant et démoralisant parce que le citoyen, lorsqu'il est devant le brouillard, il perd ses repères. Et s'il perd ses repères, il est déstabilisé. Nous n'avons pas le droit de déstabiliser le citoyen. Est-ce que Belek Ben Hassine, d'une certaine manière, est-ce que ce manque de communication est une manière d'encourager la rumeur? Monsieur Santini vient de le dire, effectivement, un déficit de communication laisse la place à la rumeur. La rumeur comble le déficit, elle comble le vide, malheureusement. Mais je voudrais souligner
Tout de même, ce que disait tout à l'heure Belkacem Hassan Jaballah, par charité musulmane, il n'a pas voulu impliquer un peu plus ses successeurs, n'est-ce pas, qui gèrent le service de la communication de la présidence et qui sont certainement d'une très grande compétence. Mais les malheureux, tout le résultat de leur travail ne dépend pas d'eux seuls. Il a été question d'une chape, effectivement, entre ce que nous avions connu auparavant et ce qui a été enregistré par la suite. Eh bien, je vous assure, c'est un monde, c'est autre chose. Je ne dis pas que nous sommes revenus des années en arrière, mais c'est une autre conception qui est incompatible avec celle que nous connaissons. Et la conception de l'information et de la communication au XXIe siècle, nous sommes très en retard. Mais cela ne dépend pas des professionnels de la communication. C'est la communication institutionnelle qui relève de la responsabilité des responsables politiques. Allez-y, M. Santani. C'est d'autant plus dommage et regrettable que l'Algérie, nous disposions d'un véritable génie en matière d'information. C'était Mohamed Yazid, rahimahullah. C'était quelqu'un... Membre du GPA. Membre du GPA. C'était quelqu'un qui avait le génie de l'information, le génie de la communication. Malheureusement, à son époque, il n'a pas été rendu libre, suffisamment libre pour travailler comme il l'aurait souhaité et surtout former les gens qu'il était capable de former. Vous êtes un spécialiste en communication, Belkacem Hassan Jaballah. Une question très simple. Pourquoi l'État, aujourd'hui, ne veut pas communiquer? Non, ou communique mal? Non, ce n'est pas que l'État ne veuille pas communiquer. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que chaque fois, lorsqu'on interroge les décideurs, les sources d'information au niveau, par exemple, d'administration, d'institutions, etc., il y a la plupart du temps, ce sont des gens qui ont conscience du vide communicationnel. Ce sont des gens compétents qui sont, j'allais dire, comme vous et moi, qui ont été formés, que ce soit dans les universités, etc. Donc, mais, comme l'ont dit les amis, c'est-à-dire c'est qu'il y a tout un passé, disons, ce sont les restes d'un passé qui demeurent encore là et qui ont frigidifié, en quelque sorte, rigidifié notre système de communication. Et la faute est partagée. Parce que d'abord au niveau des institutions, vous voyez, nous sommes à l'ère de l'informatique, etc. Vous voyez, quels sont les ministères, les institutions, les grandes entreprises, même économiques, qui ont des sites web, des sites d'information. C'est la chose la plus, pour moi, il me semble, que c'est la chose la plus aisée, la plus facile à faire. C'est peut-être plus facile à faire qu'un journal écrit, qu'un journal papier. Et la plus économique aussi. Et la plus économique. Mais nous sommes très, très, très en retard. Et ça, c'est parce qu'il y a encore des réflexes obsolètes, des réflexes dont on n'arrive pas à se défaire. Et malheureusement, les anciennes générations ont contaminé les nouvelles générations. Et c'est là où le deuxième aspect, c'est que la faute ne provient pas seulement des institutions. Il y a aussi, la faute aussi vient aussi d'une tout partie, enfin disons partie au pluriel de la presse elle-même, de la presse qui, parce que l'information existe parfois, l'information économique, statistique, etc. Bon, l'information politique, c'est vrai, c'est un problème. Est-ce que vous voulez dire que la presse ne fait pas son travail aujourd'hui? Non, parce qu'aussi il y a des conditions objectives. La presse, parce que toute la presse s'est formée dans certaines conditions. Ça n'a pas été facile. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en l'absence de sources officielles, la presse parfois est obligée de spéculer? Mais les sources officielles, il y en a eu par le passé. Mais malheureusement, il y a eu toujours une mauvaise exploitation ou des exploitations parallèles, ou alors on se source ailleurs, etc. Et ça aussi, ce sont des restes d'une époque peut-être obsolète, etc. Ou aujourd'hui, vous prenez il y a des journalistes qui se disent bien informés, qui préfèrent aller se sourcer chez des gorges profondes qu'au niveau d'une source d'information officielle. Monsieur Jaballah, vous avez parlé d'un passé rigide, mais ne pensez-vous pas qu'il y a des présidences qui ont mieux communiqué que d'autres présidences? Oui, mais tout dépend aussi des présidents. Bien sûr, il y a aussi la nature, le caractère des décideurs. C'est lié aux décideurs aussi. Et comme notre système politique, de tout temps, a été, disons organisé de manière pyramidale et descendante beaucoup plus qu'ascendante, alors latérale, alors il n'y en a pas du tout.
donc ou horizontale. Donc automatiquement, c'est lié au décideur. Au décideur, parfois le plus... Bon, si le décideur a une conception limitée ou étriquée ou restreinte de la communication... Il faut parler aussi de l'entourage des décideurs. Oui, bien sûr, mais ça se répercute sur l'entourage. Ça se répercute sur l'entourage. Monsieur Belhassine, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des présidences qui ont mieux communiqué que d'autres présidences? Est-ce que, comme l'a dit M. Djaballah, cela dépend du décideur et de son entourage surtout? Sans aucun doute. Sans aucun doute, il y a eu des climats sous certaines présidences qui ont été beaucoup plus favorables. Propice, oui. Maître Sonteni a rendu justice tout à l'heure à Mohamed Yazid, premier ministre de l'information du GPRA, et qui s'est acquitté de cette tâche avec beaucoup de talent, au-dedans et au-dehors. Il n'a jamais été ministre de l'Algérie indépendante. Cependant, nous avons eu d'autres ministres également en Algérie indépendante, et je ne citerai que Mohamed Ben Yahya. Mohamed Sadiq Ben Yahya a été un excellent ministre de l'information, et il est allé par la suite aux affaires étrangères, et il a continué à communiquer avec beaucoup de bonheur. Et notre diplomatie à l'époque, eh bien, ne faisait pas de la figuration. Alors comment expliquer aujourd'hui cette décadence, Malik Belhassine? Si décadence il y a, évidemment. À première vue, on ne peut l'expliquer que d'une seule manière, c'est la nature d'un système qui s'est installé et qui a tout verrouillé, c'est tout. Le verrouillage, allez-y, M. Djaballah. Verrouillé, soit volontairement, soit lui-même, il s'est auto-verrouillé, parfois inconsciemment. Hein, est-ce qu'il y a un intérêt à cela? Est-ce qu'il y a un intérêt, une peur, des craintes? Non, il y a la crainte, il y a la méfiance, il y a le doute, il y a je ne dis pas le mépris, non, je ne pense pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Vous savez, on a eu des périodes où certains de nos ministres, par exemple, pour l'information officielle, préféraient la fournir à des correspondants de presse étrangers installés en Algérie. On cite l'exemple de Balta qui avait la porte grande ouverte. Paul Balta, bon, il en est fier. Et, bon, Paul Balta, il faut préciser... C'est un grand bonhomme. Il faut préciser que Paul Balta était l'ancien correspondant du Monde en Algérie. En Algérie, qui avait la porte ouverte avec le feu Houari Boumediene. Ça, tout le monde. Du temps de Chadi aussi, il y a eu des favoris. Est-ce que ça avait froissé certains journalistes algériens, M. Djaballah? Il y a eu des périodes où c'était la presse nationale qui était favorisée. Est-ce que cela a froissé les journalistes algériens qu'il y ait des correspondants étrangers favorisés dans leur métier? Bien sûr que ça froisse. Monsieur Belhassine. Ça froisse et ça a même sur le plan psychologique, ça a des conséquences par la suite. Parce que par la suite, il y a des images qui se fabriquent dans la tête des gens, des journalistes. Et après, ce qui est pire encore, c'est que ça se répercute même sur le public. C'est-à-dire, par la suite, l'information donnée par un journaliste algérien, on en doute. Alors que celle donnée par un journaliste étranger, même si elle est complètement mal foutue, eh ben on y croit. Monsieur Belhassine, vous avez été directeur d'Alger-Chan 3. Est-ce qu'aujourd'hui, les décideurs ont leur journaliste préféré? Est-ce qu'ils ont leur favori, leur chouchou? En tout cas, je ne peux pas parler de la chose aujourd'hui. Je n'y suis plus, n'est-ce pas? Mais en votre temps. De mon temps, il n'y avait pas de journalistes chouchous qui étaient plus ou moins bien appréciés par les institutions. Pas du tout. Il y en avait certains qui étaient mieux appréciés que d'autres? J'ai été directeur de l'information de la radio nationale et je peux vous dire que lorsqu'il s'agissait d'une couverture quelconque auprès des institutions, eh bien, je prenais la responsabilité tout seul, n'est-ce pas, d'envoyer tel journaliste plutôt que tel autre pour des raisons purement professionnelles. Monsieur Djaballah? Il y avait la spécialisation, peut-être, elle était favorisée. Mais qui n'existe plus aujourd'hui. Non, la spécialisation, moi, je me rappelle à l'époque, lorsqu'on parlait du nouvel ordre économique, des problèmes d'énergie, bon, il y avait pas des préférences. C'était des choix objectifs. C'était FLEN, c'est X, Y, etc., qui étaient spécialisés. Une formation économique, il avait, etc. Surtout que c'était des questions qui étaient assez délicates à l'époque. Comment est-ce qu'on peut qualifier aujourd'hui la relation entre les journalistes et l'actuel président de la République? Elle était très tendue, surtout depuis le début du mandat présidentiel. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup. Enfin, au niveau relation... Bon, enfin, est-ce qu'il y a... Enfin, souvenez-vous de cette expression de Tayyab El-Hammam. Oui, mais objectivement, est-ce qu'il y a eu une conférence de presse avec la presse nationale? Il n'y en a pas eu. Bon.
Un vrai manque de communication, selon vous, Maître le résultat, il est là, on ne peut pas le contourner, on ne peut pas l'ignorer. La presse, la communication est totalement tétraplégique. Tétraplégique, c'est oui, c'est extrêmement contre-productif. Pourquoi? Parce que ça laisse la place au dénigrement par la voie de la rumeur. Et ça n'avantage certainement pas ceux qui gouvernent. Voyez-vous, donc il faut redresser les choses. Il faut revenir à la communication normale et naturelle qui existe, telle qu'elle existe dans d'autres pays. Je dirais normale, naturelle et spontanée. Parce que lorsqu'on gouverne, lorsqu'on a la responsabilité d'une institution, on n'a rien à cacher. On doit tout mettre sur la table et tout expliquer. Malheureusement, ce n'est pas le choix qui a été fait dans notre pays, mais bon, il est temps de revenir à la réalité des choses et d'y remédier pour que celle-ci s'améliore et pour que la démocratie s'enracine bien comme il faut, comme il se doit. Santini, on passe à présent, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de Controverse. Alors, que pensent les Algériens de toutes ces rumeurs, de toutes ces spéculations en l'absence d'une information fiable? Nous sommes allés à la rencontre de certains de nos compatriotes. Moi, je suis contre le prolongement l'allongement du Destour pour 7 ans. Je suis contre le rallongement du mandat du président. C'est impossible. 5 ans et c'est trop. تعطيله 7 سنين شغل يشدنا من اليد يتوجع. قعد 7 سنين هذاك ولا ما عجبناش هذاك لا نديروا الاخر نحيوه وخلاص. هي تجي كاع من الفوق هما اللي يخيروا شكون يحكمها. On a voté une seule fois pour elle, c'est la base d'un pays, c'est la constitution. Mais on a tellement touché, retouché pour des prolongements, pour des ceci, pour ça. Elle n'a plus de valeur. On sait jamais ما عجبناش هذيك فهذيك 7 سنين وما 5 سنين بركات. Et le président الله يطول في عمره, il est maintenant fatigué. Je pense qu'il doit laisser la place aux plus jeunes. Pour quelqu'un bon et quelqu'un de sérieux. Parce qu'on en a marre depuis 62 ans de toujours à la case départ. Depuis de nombreuses années, ce n'est qu'une continuité du piétinement de la Constitution. 7 ans, je ne sais pas. Pour moi, c'est trop long. كاين ناس راهم يحرصوا على الدستور هذا كيشوفوا الانسان هذا ماهوش قايم بالواجب تاعو ماهوش قايم تجاه الشعب تاعو ماهوش قايم بالدستور تاعو ماهوش محترم القوانين تاعو نحيوه وخلاص. Que je sois pour ou que je sois contre n'a aucune importance vu que ce sera fait et que notre opinion et notre avis n'a aucune importance aux yeux de ceux qui nous gouvernent. La rue est légèrement sévère, comme vous venez de le voir, c'est le moins que l'on puisse dire, même s'il faut savoir que ce micro-trottoir n'est pas représentatif de toute la population algérienne. Nous avons écouté certains avis. Malek Ben Hassine, est-ce que ces opinions, celles que nous venons d'entendre, sont aussi favorisées par la rumeur et par la spéculation, surtout concernant ce point très important du prolongement de l'actuel mandat présidentiel? Très probablement que ces points de vue sont favorisé également par la rumeur. Ceci dit, et vous avez raison de le souligner, il ne s'agit pas là d'un sondage, n'est-ce pas? Absolument pas. Il s'agit tout simplement d'un micro-trottoir qui donne un aperçu qui vaut ce qu'il vaut. Mais d'une manière générale, effectivement, nous avons déjà entendu ce propos, même hors caméra, hors micro. Nous les avons déjà entendus, pas une fois, pas deux fois. Ce qui veut dire que, en ce moment, ce qui est important, ce n'est pas tellement la possibilité de prolonger un mandat, la possibilité d'envisager un 4e, etc. Il ne s'agit pas de cela. On semble se diriger aujourd'hui vers une aspiration qui est celle de la majorité des Algériens, mais qui réclame tout simplement l'alternance. En tout cas, c'est au nom de l'alternance. Alternance ou stabilité, Malek Ben Hassine? Qu'est-ce qui est plus important? L'alternance n'est pas incompatible avec la stabilité. C'est au nom de l'alternance que le président Zerouel a remis les clés de la présidence et est parti. C'est ce qu'il a dit officiellement. C'est ce qu'il a dit officiellement. En tout cas, il n'a pas exprimé une ambition quelconque depuis son départ. Monsieur Jaballah, alternance et stabilité vont de pair aujourd'hui? Oui, ça peut aller de pair et ça devrait aller ça de devrait pair. Ouais, c'est l'idéal. Ce que recherchent les gens en fin de compte, c'est qu'il y ait
comment dire, la continuité dans le changement. Ou le changement dans la continuité. Qu'il y ait changement et continuité. C'est-à-dire changement, ça veut dire évolution, ça veut dire progrès, ça veut dire avancer, ça veut dire découverte, ça veut dire progrès, ça veut dire... C'est ça. Et la continuité, ça veut dire stabilité. C'est ce qui est très très important. Sécurité, etc. Donc c'est ce que recherchent les gens en fin de compte. Et peut-être c'est ce manque de ces deux, ce couple qui est peut-être le socle d'une vie démocratique, réellement démocratique. C'est ce qui fait peut-être qu'on a ce fameux verre à demi vide. C'est-à-dire c'est ce qui il nous manque et les gens, bon, ce n'est pas représentatif. Votre micro-trottoir n'est peut-être pas représentatif, tout à fait. Mais il est quand même, il parle, hein, et il nous parle. Donc c'est peut-être tout ça qui peut-être pose problème. Maître Arsantene. Il n'y a rien d'incompatible entre l'alternance et la stabilité. Ça va de pair. Ça va de pair, ça va de soi. Mais dans une société idéale, Maître Arsantene. Oui, mais dans une société pas plus. Pas nécessaire qu'elle soit idéale. Je regrette que la rumeur ait pu fausser à ce point le jugement de nos compatriotes. Mais moi, je le respecte tel qu'il est. Voyez-vous, la question n'est pas là. Sauf que peut-être que je m'attendais, moi, personnellement, à beaucoup plus de soutien à l'égard du président de la République qui traverse une épreuve personnelle, dont le peuple algérien aurait dû, à mon avis, majoritairement se montrer solidaire. Monsieur Djaballah, en tant que spécialiste de la communication, comment jugez-vous aujourd'hui la réaction de la presse avec la maladie du président? Est-ce que, comme Maître Arsantene, vous pensez que la presse, surtout indépendante, a attaqué le président sur ce sujet? Attaqué, bon, peut-être. Ou a été très critique. Peut-être que le mot est un peu fort, il me semble, bien qu'effectivement qu'il y ait... pas des titres, mais des articles ou des journalistes qui ont été très forts dans leurs analyses. Hein, très... Bon, mais c'est un peu compréhensible. Non, ce n'est pas acceptable, mais c'est compréhensible. Ce n'est pas acceptable. Pourquoi compréhensible, M. Djaballah? C'est-à-dire sur le plan déontologique, ce n'est pas acceptable. Sur le plan de l'éthique et de la déontologie journalistique, ce n'est pas acceptable. Et pourquoi alors c'est compréhensible? Non, bah, c'est compréhensible, c'est parce que je reviens toujours à cette atmosphère qui s'est créée, qui s'est mise en place depuis un bon bout de temps, où l'absence d'informations concernant certains événements, des événements dont le plus important, je ne dis pas qui est aussi, j'allais dire, il a aussi sa part de tragédie, c'est la maladie de ce président. Donc ça, donc ça s'est passé dans où l'absence d'information a fait que la presse, qui est quand même, il ne faut pas oublier quand même que la presse, elle n'appartient pas au secteur public en totalité, que la grande majorité, sinon la quasi-totalité, des quotidiens en tout cas, hein, il n'y a que 6 quotidiens publics, hein, je ne parle pas de la télé et de la radio, appartiennent au secteur privé. Ce sont des entreprises commerciales, même si elles ont aussi des obligations de service public, etc., qui ne sont pas encore clarifiées hein, depuis un bon bout de temps. Hein. Mais ce sont des entreprises commerciales. On est dans un champ communicationnel de grande concurrence qui est, ce qui est dramatique, c'est que, voilà, on revient un petit peu à pas le mépris ou disons l'ignorance de ce secteur par les décideurs. On n'a pas tenu compte, on ne les a pas fait participer. Donc, on a laissé le champ libre à toutes les manipulations de centres multiples de pouvoir, et automatiquement, la rumeur a trouvé le terreau nécessaire pour se développer, et le journaliste, lui, il est obligé de faire son boulot. Il le fait parce qu'il est obligé demain d'aller recueillir de l'information à droite, à gauche. Bah, s'il ne trouve pas, il va au café du coin. Hein. Alors, Mehak Benhassine, est-ce que le journaliste a fait son boulot en tant que journaliste vous-même? Est-ce que vous pensez que la presse est allée un peu trop loin dans ses attaques contre le président concernant sa maladie? Donc, personnellement, à part peut-être quelques titres tout à fait qui ne pèsent pas au niveau de l'opinion publique, quelques petits journaux ont dérapé, sont allés au-delà de ce qu'il fallait écrire. La plupart des organes de presse de notre pays ont été relativement dignes et ont
traiter de l'information d'une manière professionnelle. Ceci dit, et je voudrais rebondir sur ce que disait Maître Santeni, nous ne sommes pas du côté de la maladie, nous sommes du côté du malade. Mais c'est très vertueux, effectivement, comme attitude. Mais il faut distinguer, le président de la République est malade. Il y a l'homme politique, n'est-ce pas? La fonction et l'action politique. S'agissant de l'homme, mais bien entendu, il a droit à toute notre compassion. Il a droit à toute notre compassion et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Maintenant, l'homme politique a des devoirs également. La marche de l'État aussi. Il y a la marche de l'État. Il y a des échéances qui ne peuvent pas atteindre. Il n'est pas normal qu'un Conseil des ministres ne se tienne pas pendant 9 mois. Ça ne se voit dans aucun pays. Un Conseil des ministres qui s'est donc tenu aujourd'hui après 9 mois d'absence, évidemment. Et de toute manière, c'est des choses qui ne peuvent pas faire fonctionner favorablement, normalement, les institutions de l'État. Sans parler des dizaines, pour ne pas dire des centaines, de décisions qui n'ont pas encore été prises, qui sont de la compétence exclusive du chef de l'État. Tout ceci attend depuis un certain nombre de mois. Ce n'est pas normal. C'est ça que la presse a critiqué. Elle n'a pas critiqué la maladie et l'homme. L'homme a droit à tout notre respect. Mais ce que nous jugeons, c'est l'action politique, l'inaction politique surtout, et il faut lever cette ambiguïté, il faut lever cette confusion entre les deux. Voilà pourquoi la presse a traité d'une manière générale ce problème de l'absence du président de la République avec beaucoup de retenue et avec beaucoup de dignité. Maître Santeni, est-ce qu'un président malade est un obstacle à la marche de l'État? Non, pas spécifiquement, pas forcément. Pas forcément. C'est vrai qu'il y a des motifs d'inquiétude. C'est tout à fait normal. Mais il faut toujours tout relativiser. Vous savez, en politique, il faut savoir quand même faire la part des choses. À titre simplement documentaire, je vous rappelle qu'il y a quelques années, un pays aussi considérable que la Belgique est resté pendant 2 ans sans gouvernement. Sans gouvernement. Ce pays existe toujours. Et il a été remis sur pied. Cela ne veut pas dire que... Il y a même eu un sondage en Belgique qui disait que jamais la Belgique ne s'est aussi bien tenue que pendant cette période sans gouvernement. Exactement. Ce qui fait qu'il faut relativiser les choses. Bon, c'est vrai que ce n'est peut-être pas l'expérience la plus souhaitable. On aurait peut-être préféré que les choses aillent autrement. Mais enfin, le fait est là. Donc, il faut savoir raison garder et puis ne pas perdre sa lucidité. Voyez-vous, pour des raisons plus ou moins avouables, il ne faut pas perdre la lucidité. Et souhaiter que les choses reviennent à la normale le plus vite possible. Ça, c'est notre droit le plus absolu, et les uns et les autres. Monsieur Djaballah? Non, entre parenthèses, la Belgique avait un roi quand même. Exactement, une monarchie. Vous connaissez bien la Belgique, Malik Benhassine. Oui, mais pour dire à Maître Santeni, effectivement, la Belgique est restée sans gouvernement officiel, mais avec le gouvernement qui était chargé de liquider les affaires courantes, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas prendre des décisions extraordinaires, mais il gouvernait, il administrait, et aucune décision, n'est-ce pas, n'était en instance. Lorsque le nouveau gouvernement s'est installé, il a trouvé table rase. Il n'y a pas eu d'instance et la Belgique a continué, effectivement, à être administrée selon les principes de la bonne gouvernance. La Belgique qui a changé de roi il y a quelques jours puisque Albert II a abdiqué. Mais le roi nous Ceci, c'est l'alternance aussi, Malik Benhassine. La deuxième partie du débat est terminée. Nous passons à présent à la troisième rubrique de controverse. C'est l'heure de l'interro photo. Le principe est simple, nous vous présentons 3 images et vous allez les commenter une par une. On commence par la première image. Nous avons parlé donc de cet homme au début de cette émission, Yamin Zerouel, président de la République de 1995 à 1999. Un homme que vous connaissez bien, Belqasem Hassan Djaballah, puisque vous avez été le directeur de la communication du président Zerouel pendant 5 ans. Alors, pourquoi Zerouel? Parce que c'est lui qui avait introduit la limitation de mandat dans la Constitution de 1996. Est-ce que c'est un pas en arrière que nous avons fait en supprimant cet article, Monsieur Djaballah? Pas en arrière, bon, l'histoire va le dire. Mais je sais qu'avec Zerouel, c'était un pas en avant. C'était un pas en avant?
Malik Belhassine, un pas en avant ou un pas en arrière? Non, incontestablement un pas en avant, et ça a été le premier président de la République, et jusqu'à présent le dernier, qui n'a pas hésité à parler d'alternance. Et c'est au nom de cette alternance qu'il est parti. Mais est-ce que vous pensez vraiment, M. Belhassine, que Yamine Zerouel a quitté le pouvoir par alternance? On parlait à l'époque de certaines divisions au sein du pouvoir. J'ai dit que c'était l'explication qu'il a donnée. L'explication officielle. Maître Santene? Honnêtement, je ne pense pas que ce soit... Il faut préciser, Maître Santene, qu'il y a beaucoup de démocraties au monde qui n'ont pas de limitation de mandat. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Ce n'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. Il a fait de très grandes choses. C'est un grand monsieur qui a de très grandes dimensions. Il a été un grand président. C'est quelqu'un que j'admire personnellement, voyez-vous. Mais je ne pense pas que ce soit la limitation des mandats. Je ne pense pas que ce soit sa meilleure initiative. C'est une mauvaise chose? Non, pas une mauvaise chose. Mais vous dites que ce n'est pas la meilleure chose. Je ne la partage pas. Je ne la partage pas, voyez-vous, parce que les élections viennent de se passer en Allemagne. Madame Merkel est à son 3e mandat. Personne n'a trouvé à redire, voyez-vous. La multiplicité des mandats, à mon avis, n'est pas un obstacle. Vous savez, quand un candidat n'est pas aimé, eh bien, les gens ne votent pas pour lui. On passe à présent à la deuxième image. C'est un bâtiment que vous connaissez certainement. Il est situé à Benaknoun, à Alger. C'est le siège du Conseil constitutionnel. C'est lui qui doit trancher sur la nouvelle constitution, sur le respect de la loi fondamentale. Malik Belhassine, est-ce qu'aujourd'hui, ce Conseil joue pleinement son rôle, surtout qu'il vient à peine de changer de président, puisque le nouveau président est Mourad Medelsi, une nomination qui avait fait grincer des dents, Malik Belhassine? Je crois que Maître Santene est beaucoup plus compétent pour parler du Conseil constitutionnel. Votre regard? Lui, en tant que juriste, en tant qu'avocat, il est probablement plus compétent. Nous voulons l'opinion du journaliste. Allez-y. Maintenant, l'opinion du journaliste, nous n'avons pas vu des choses absolument extraordinaires de ce Conseil constitutionnel. À partir du moment où la saisine du Conseil constitutionnel demeure limitée comme le limitent nos textes. Nous ne pouvons pas atteindre d'excellentes choses. Encore une fois, les récentes nominations à la tête du Conseil constitutionnel, nous montrent tout simplement, laissent penser une volonté de cadenasser un peu plus ce qui resterait d'institutions indépendantes, plus ou moins. C'est une volonté de cadenasser aussi? Honnêtement, je ne le pense pas. Moi, vous parlez de M. Mourad Medelsi, j'ai eu l'avantage d'avoir été en classe avec lui. C'est quelqu'un qui est... Il y a très longtemps. Très longtemps, bien sûr. C'est quelqu'un qui est très honnête intellectuellement. Je pense qu'il sera à la hauteur de la tâche qui est confiée, qui est extrêmement délicate, ça je le reconnais, mais à mon avis, ça ne fera pas problème. C'est pas quelqu'un qui se laissera convaincre facilement, qui quittera ses convictions facilement. C'est quelqu'un en lequel j'ai personnellement confiance. On passe à présent à la troisième image. Pour décontracter un peu l'atmosphère, est-ce que vous connaissez cette toile? C'est une peinture du peintre français Honoré Daumier, un peintre du 19e siècle. La toile s'appelle Scapin et Crispin. Elle vous rappelle quoi, Monsieur Diaballah, cette toile? La rumeur. La rumeur. C'est disons, c'est un élément basique de toutes les sociétés, mais chez nous, elle a pris des allures dramatiques, parfois même tragiques, c'est tout. D'autant plus qu'au sud de la Méditerranée, comme on le sait, n'est-ce pas, nous ne sommes pas avares de confidences les plus fantaisistes, et puis chacun à son degré va en rajouter un brin, et ça formera par la suite une véritable information. On va terminer avec vous, Maître Santene. La rumeur continue à faire des ravages, même si aujourd'hui elle ne s'exprime pas de cette manière, elle est plus informatique, plus numérique, avec les nouveaux médias, mais c'est la rumeur traditionnelle. C'est vous justement qui allez y mettre fin. La multiplicité des médias, les télévisions, les nouvelles télévisions, la presse écrite, etc., les radios qui sont de plus en plus libres et de plus en plus performantes. Moi, je pense qu'elles vont contenir ce phénomène qui est extrêmement dangereux et que je déplore parce qu'il a sévi en Algérie pendant des décennies. Controverse, c'est fini. Merci beaucoup à nos invités. Farouk Santene, juriste, avocat, président de la Commission nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. Merci à vous aussi, Malik Belhassine, journaliste de la rédaction de l'information de Dzaïr, ancien directeur d'Alger Chaîne 3. Merci également à vous, Belkacem Ahsen Jaballah. Vous êtes professeur associé à l'école de journalisme de Benaknoun, ancien directeur de la communication du président Yamine Zerouel. Merci également à Shawqis Mati et à vous pour votre fidélité. À mercredi prochain. Merci.